8h14, votre invité Sonia Mabrouk a fait le tour du monde en avion sans une goutte de carburant. Ça vous impressionne, hein? Ah, oui, oui. Ça impressionne tout le monde et nos auditeurs en particulier. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bertrand Piccard. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci d'être avec nous. Nous allons bien sûr largement parler de votre nouveau livre et merci d'en parler en exclusivité ce matin sur Europe 1 qui paraît aujourd'hui chez Stock. Son titre, réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques. Mais tout d'abord, la facture énergétique s'envole. Et en France, Bertrand Piccard, c'est d'autant plus paradoxal que nous disposons d'une énergie peu coûteuse et décarbonée, le nucléaire. Comprenez-vous alors que le nucléaire soit appréhendé comme l'avenir en France? Mais vous savez, ça fait très longtemps que tous les spécialistes disent que les énergies fossiles ne peuvent que voir leur prix monter parce que c'est des quantités limitées et que les énergies renouvelables ne peuvent que voir leur prix baisser parce que c'est des sources illimitées. Eh bien, aujourd'hui, on voit qu'on est exactement dans cette situation-là. Alors, le nucléaire, c'est vrai que les centrales actuelles produisent de l'énergie décarbonée. Elles n'en produisent pas assez, vu qu'une grande partie de notre société est toujours au pétrole et pas encore à l'électrique. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être pas très malin de fermer des centrales nucléaires aujourd'hui, mais si on veut en construire des nouvelles, c'est pas très malin non plus parce qu'elles seront prêtes beaucoup trop tard. C'est-à-dire, par exemple, les petites centrales, les mini-centrales nucléaires dont parle le président de la République française et qui vont être lancées désormais, c'est trop tard pour vous? L'échéance est trop tardive? Tous les rapports du GIEC montrent qu'on a 10 ans pour décarboner la moitié de notre société, sinon on n'y arrivera pas. Ces centrales, elles arriveront bien après les 10 ans. On voit bien à quel point c'est compliqué de lancer une nouvelle technologie. Alors, utilisons les technologies qui existent. Il y en a deux, hein. Principalement, c'est les énergies renouvelables. Le solaire et le vent, aujourd'hui, sont beaucoup moins chers pour faire de l'électricité que le nucléaire, le pétrole, le gaz et le charbon. Et puis l'autre chose, c'est l'efficience énergétique, c'est-à-dire que les prix montent parce qu'on consomme trop. Aujourd'hui, on gaspille 75% de l'énergie qui est produite. Quand je dis qu'on la gaspille, c'est pas qu'on l'utilise de manière excessive, c'est qu'elle est perdue par des systèmes de chauffage, des systèmes d'éclairage, des systèmes industriels, des maisons mal isolées. Elle est simplement perdue par inefficience. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce que si vous voulez baisser la facture énergétique des gens les plus démunis, eh bien, il faut leur permettre d'en gaspiller moins. C'est ça l'efficience énergétique. Alors c'est intéressant, vous avez développé un argument, vous avez dit Bertrand Piccard que l'éolien et le solaire sont moins chers que le nucléaire et vous dites, d'ailleurs je vous ai souvent entendu dire depuis des années, sur la moitié du territoire français, cet éolien, ce solaire sont moins chers. Mais est-ce que vous reconnaissez que les éoliennes ne produisent l'électricité qu'environ 25% du temps, ce qui oblige forcément à des investissements supplémentaires parce qu'il y a des capacités de substitution, donc des investissements en plus? Alors si vous les mettez offshore, donc en mer, là où elles gênent personne, c'est beaucoup plus que 25% du temps. Le solaire aussi. Et puis, il faut évidemment stocker. Mais vous stockez avec des barrages, pompage, turbinage, avec du stockage de chaleur ou de froid dans le sol, bientôt avec de l'hydrogène. Mais déjà, aujourd'hui, avec les barrages et pompage, turbinage, on a des moyens qui sont simples sur le plan technologique de stocker de l'énergie. Donc vraiment, moi, ce qui me heurte quand je vois tous ces débats, c'est que tout le monde parle des problèmes et on ne parle pas assez des solutions. Et les solutions existent. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre réaliste. C'est que souvent, c'est juste du bon sens. C'est pas qu'il faut développer des nouvelles technologies incroyables, high-tech, etc., qui n'existent pas encore. Non. Avec ma fondation, on en a identifié 1300 qui existent aujourd'hui, qui sont financièrement rentables, qui protègent l'environnement et qui permettent de lutter contre les changements climatiques. Vous allez nous donner quelques exemples précis et concrets et réalistes, comme vous le dites dans votre livre, Bertrand Piccard. Vous citez le bon sens. Où est le bon sens quand en Chine, face à la multiplication des coupures d'électricité, le pays a décidé d'augmenter sa production de charbon? La Chine, premier producteur mondial de charbon et premier pollueur mondial. Pour qui est-ce qu'elle fabrique? Elle fabrique pour nous. Elle fabrique pas seulement pour son marché intérieur. Donc nous, en Europe, on dit qu'on pollue moins parce qu'on délocalise notre pollution en Chine. Donc c'est nous qui devons nous poser les questions aussi. C'est nous qui gaspillons, qui produisons, enfin qui achetons beaucoup trop de gadgets, mais nous sommes d'accord que le premier pollueur, ce sont eux et c'est souvent l'Occident. Non, mais c'est eux qui produisent, mais ils produisent pour nous. Donc c'est comme si on avait les usines ici par rapport au changement climatique. C'est pas important de savoir où sont les usines. Par rapport au changement climatique et à la pollution, c'est important de savoir qui c'est qui consomme, qui commande les produits, qui les jette à peine les avoir utilisés, qui c'est qui autorise l'obsolescence programmée. Quand on parle de bon sens, il faudrait que les dates de péremption de tous les aliments
qu'on achète pour la nourriture soit beaucoup plus long, parce qu'on jette beaucoup de nourriture qui est encore bonne alors qu'on pourrait la consommer. Et puis, on devrait mettre des garanties sur tout ce qu'on achète de 5 ans plutôt que de 1 an ou 2 ans. Ça empêcherait de facto l'obsolescence programmée. On va parler de cette sobriété. Et tous ces produits qu'on fabrique en excès, parce qu'on les consomme en excès, on les gaspille en excès, on les jette en excès. Donc la Chine est premier pollueur mondial de notre faute. Oui. Mais oui. Il faut quand même l'entendre, Bertrand Piccard, parce que parfois on se dit on nous fait la leçon en Occident alors que les premiers pollueurs, ce ne sont pas nous. Mais oui, vous savez, il faut voir une chose. À peu près 90% de ce qu'on consomme chez nous a une partie qui vient de Chine. Donc ça pose quand même des questions. Alors maintenant, c'est vrai que la Chine ouvre des usines au charbon, mais en même temps, la Chine est le pays qui ouvre le plus de centrales solaires, le plus de centrales éoliennes et qui plante le plus d'arbres. Ils sont dans une situation politique assez terrible, c'est qu'ils savent que la seule manière que le régime tombe, c'est le chômage et la pollution. Donc ils essayent d'agir sur les deux en même temps et c'est une équation parfois difficile. Est-ce qu'il faut être, Bertrand Piccard, le plus alarmiste possible? Vous ne l'êtes pas ce matin, vous êtes d'un grand calme et d'un grand réalisme dans votre livre dont on va parler, mais est-ce que vous pensez que les rapports du GIEC, tous plus sombres les uns que les autres, certains, je dis bien certains, les décrivent comme étant apocalyptiques, est-ce que c'est cela qui va vraiment provoquer le sursaut? Mais il faut 2 choses. Il faut voir que la situation est beaucoup plus grave que ce qu'on croit, et qu'on a moins de 10 ans maintenant pour faire 50% de décarbonation si on veut s'en sortir. Si on veut s'en sortir au niveau qualité de vie. Ça, il faut le dire. Mais ça suffit pas. Parce qu'une fois que vous l'avez dit, les gens dépriment, les gens s'angoissent, se disent le problème est beaucoup trop important et c'est pas parce que je chauffe moins mon appartement ou que j'achète des légumes locaux que je vais sauver le monde. Donc il faut aussi, une fois que les gens sont sensibilisés au problème, amener des solutions, amener de l'enthousiasme, amener cette capacité à réagir, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pas pour me plaindre des problèmes. Il n'y a aucune plainte, aucune complainte dans le livre, au contraire. Oui. Et justement, j'aimerais montrer que l'écologie aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être fédérateur, c'est quelque chose qui peut être rassembleur, c'est quelque chose qui peut être enthousiasmant, et c'est quelque chose qui est totalement rentable. En fait, l'écologie doit devenir, parce qu'elle le peut, la force motrice de l'économie et de l'industrie. Donc l'écologie se conjugue avec l'industrie. Vous avez fait un tour du monde, comme l'a dit tout à l'heure Dimitri, vous avez fait un tour du monde aussi pour rencontrer les grands dirigeants de ce monde. Quand vous leur dites cela, quand vous appuyez sur l'argument économique, c'est à partir de là qu'il y a un déclic? C'est là qu'il y a un déclic. Et il y en a même qui m'ont dit, heureusement que vous nous parlez d'économie, parce qu'on avait peur que vous veniez nous parler de protection de l'environnement. Qui vous l'a dit? Des députés suisses. Des députés suisses. Vous savez, c'est ancré très profondément, quand on fait de la politique, que la seule manière d'être réélu, c'est de créer des emplois. Et quand on est un patron d'entreprise, la seule manière de rester en place, c'est de faire du profit pour les actionnaires. Et les actionnaires, il faut bien dire, c'est rarement des gros riches avec leurs cigares et leurs Rolls. Les actionnaires, d'habitude, c'est les caisses de pension, c'est les assurances-vie, c'est la Sécu qui investit dans des entreprises pour avoir des dividendes et pouvoir assurer son avenir. Donc, quand vous allez dire que l'écologie peut créer des emplois, que la protection de l'environnement, c'est une opportunité industrielle parce qu'il y a des nouveaux systèmes, des nouveaux produits qu'on peut mettre en place pour protéger l'environnement et que ça fait tourner l'industrie, ben vous êtes bien reçu, beaucoup mieux que si vous veniez hurler au loup. Bien sûr, quand certains dirigeants, Bertrand Piccard, vous disent ce n'est pas une crise écologique, c'est une crise démographique. Certains affirment que le plus grand choc n'est pas climatique, mais démographique. N'est-ce pas en réalité la démographie qui aggrave la crise écologique? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, et climatique certainement, mais une fois que vous l'avez dit, vous faites quoi? Certains disent baisse de la natalité qui contribuerait à sauver la planète. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la natalité excessive vient des pays où les gens sont les plus pauvres, où ils ont beaucoup d'enfants qui meurent et où ils doivent assurer leur avenir et leur caisse de pension à eux, leur retraite, c'est d'avoir 8 ou 10 enfants. Et la meilleure manière de diminuer la natalité, c'est de diminuer la pauvreté. C'est l'éducation, c'est l'aide au développement. Donc, du développement. Le développement dans les pays les plus pauvres va pas passer par le pétrole et le charbon. Le développement va passer dans les régions qui sont off-grid, qui sont déconnectées du réseau électrique. Ça va passer par des énergies renouvelables locales
avec des pompes à irrigation pour l'agriculture branchées sur les panneaux solaires, avec des batteries, des prises électriques pour les téléphones portables. Et là, vous développez toute une économie locale avec des emplois locaux. Voilà des solutions concrètes, mais pour les pays les plus riches, ou en tout cas les moins pauvres, vous dites qu'il faut être plus sobre, consommer moins. On l'entend tous, cette petite musique, mais elle sonne un peu décroissance quand même, Bertrand Piccard. Alors, je ne dis pas qu'il faut trouver le salut dans la sobriété, parce que je pense que c'est utopique. Philosophiquement, la décroissance, c'est magnifique. Philosophiquement, c'est magnifique. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société de démesure et d'exagération et de gaspillage. Mais psychologiquement, c'est pas comme ça que l'être humain fonctionne. L'être humain, il veut mieux à défaut d'avoir plus, mais en tout cas pas moins. Mais mieux. C'est différent mais de mieux. Plus, simplement. Exactement. Et ce qu'il faut, c'est essayer qu'il ait mieux plutôt que plus. Mais moins, il va refuser. Et pour moi, le grand problème de l'écologie, c'est comment elle a fait son marketing ces 50 dernières années. C'était souvent une écologie qui était chère, qui était sacrificielle. Mais pourquoi ? Mais qui l'a portée, Bertrand ? La faute à qui ? Parce qu'à un moment, l'écologie, c'est pas une nébuleuse. Elle est portée par des personnalités qui ont fait leur miel avec cette écologie punitive, culpabilisante, parfois apocalyptique. Qui sont-ils ? Qui sont ces personnes ? Mais je pense que c'est souvent des gens très bien intentionnés, mais qui, sur le plan philosophique, ont raison, mais sur le plan psychologique, n'ont pas raison, parce que les gens fonctionnent pas comme ça. Et ils se sont pas adaptés suffisamment. Et je crois qu'il y a eu toujours ce désir d'attaquer l'industrie plutôt que de forcer l'industrie à évoluer. Je vais être caricatural, il faut plus de Bertrand Piccard que de Greta Thunberg alors. Il faut les deux. Pourquoi les deux ? Mais quand Greta Thunberg passe avant moi dans les conférences de l'ONU, ça choque tout le monde se met à paniquer. Pourquoi ? Et puis quand moi ensuite... Bertrand, vous venez de me dire il y a quelques instants, c'est pas la peur qui doit nous motiver. Attendez, une fois que moi j'arrive et que je dis il y a 1300 solutions qu'on a trouvées avec la Fondation Solar Impulse, elles sont là, elles sont rentables, eh bien on m'écoute beaucoup plus et on va beaucoup plus adopter ces solutions parce que les gens ont été choqués. Donc il faut choquer, si tout va bien, faire peur. Si on dit il faut choquer et faire peur à condition d'amener les solutions. Voilà l'important. Exactement. Et les solutions, maintenant, elles arrivent. Mais si on ne montre pas qu'il y a de solutions, eh bien, on va pas assez loin et on n'a pas de résultat en faisant paniquer les gens. Oui, il faut les deux. Mais jusqu'à maintenant, on n'avait que la panique, on n'avait pas les solutions. Et vous apportez la solution dans votre livre. Bon, je ne suis pas le seul, hein, mais... Bien sûr, mais vous en êtes quand même un étendard connu et reconnu. Vous avez réalisé ce tour du monde en avion. C'est là, Bertrand Piccard. D'où vous vient cette volonté de convaincre, de mettre en avant l'opportunité économique que représente l'écologie ? En un mot, c'est le réalisme. D'où vous vient cette méthode en réalité ? Oui, le réalisme, il me vient de ma professeure de médecin psychiatre. Oui. Parce que là, vous ne pouvez pas faire de philosophie. Non, il faut des solutions pour soigner. Il faut des solutions pour soigner. Donc, vous êtes obligé d'identifier un problème, d'avoir une origine au problème, et puis d'attaquer l'origine du problème avec des médicaments, des traitements, des solutions. Et si vous réussissez, le patient est guéri, et si vous ratez, il n'est pas guéri. Donc, c'est extrêmement simple de voir si votre réalisme a porté ou pas. Et c'est ça que j'essaye de transposer maintenant dans le monde écologique et politique et économique. Est-ce que vous éloignez complètement de toute forme de radicalité ? Par exemple, certains vous ont demandé, j'ai lu, est-ce que vous êtes intersectionnel ? Autrement dit, pensez-vous qu'il y ait une forme de domination, toujours de la part des mêmes, l'Occident en réalité, qui pollue et qui sont même générateurs d'inégalités sous différentes formes ? Je pense qu'il y a des gens qui sont extrêmement égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, qui n'ont aucun sens de la culpabilité, qui en termes de psychiatrie peuvent être classés dans les psychopathes, et que ces gens-là ne vont être convaincus de changer que si on leur donne des arguments pour changer qui leur conviennent. Et par conséquent, si vous leur dites, avec études à l'appui, que la bienveillance rapporte plus à une entreprise, eh ben, peut-être qu'ils vont devenir bienveillants, mais pour gagner plus, pas pour être bons. Si vous leur dites que l'écologie peut être rentable, ils peuvent appliquer des normes écologiques parce que ça va leur rapporter plus. Moi, en fait, c'est ces gens-là que je veux toucher, parce que c'est très difficile autrement. Vous ne pouvez pas les amener à faire du bien par compassion et par empathie. Et le réalisme, c'est de voir qu'il n'y a pas tout le monde qui est bon. Et que souvent, quand vous dirigez une très grande entreprise ou un très grand pays,
eh ben, vous tenez à votre poste et vous allez probablement être assez égoïste et assez centré sur vous-même. Pourquoi votre discours porte. Et pour conclure, si on vous dit avec Dimitri, rendez-vous dans 10 ans, je ne vais pas dire même place, même heure, mais presque, et si on se retrouve dans 10 ans dans ce studio, à quoi ressemblera notre planète ? Eh bien, ou bien on n'aura pas fait suffisamment. Et la qualité de vie sera désastreuse avec des maladies tropicales en Europe, des catastrophes naturelles, des millions de réfugiés climatiques dans tous les sens. Beaucoup de souffrance chez beaucoup de gens et un prix de l'énergie extrêmement haut. Ou alors, on aura réagi. On aura des maisons bien isolées, on aura des véhicules électriques, on aura des smart grids, donc le réseau intelligent qui intègre les énergies renouvelables, le stockage, la distribution, l'efficience, etc. On aura une société qui marche mieux, avec moins de chômage, avec un pouvoir d'achat plus haut et avec beaucoup moins de carbone dans l'atmosphère, beaucoup moins de pollution. Alors on dit rendez-vous dans 10 ans avec cette deuxième option, on l'espère. Mais c'est ça que j'espère, c'est qu'on va prendre cette deuxième option. Merci à vous Bertrand Piccard, merci beaucoup.